Donc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci, messieurs les modérateurs, chers collègues. Je vais donc vous parler d'urétéroscopie sur des calculs urétéro-enclavés. Donc, qu'est-ce qu'un calcul urétéral enclavé? C'est un calcul qui ne va pas passer spontanément l'urtère. Donc, nous avons là des études qui ont montré la facilité à des calculs de passer, d'être éliminés spontanément en fonction de la taille pour Preminger dans les 40 premiers jours, en fonction de la localisation pour Yalapa et également en fonction de la taille pour Jeanne de Berg. Et vous voyez que plus le calcul va être petit, plus il a de chances de s'éliminer, plus il va être bas dans l'urtère, plus il aura de chances de s'éliminer. Mais quand on va être sur des calculs de plus de 6 mm, là, l'élimination va être beaucoup plus aléatoire. Donc, une fois qu'on aura ce calcul coincé dans l'urtère, qu'est-ce qu'on va proposer au patient ? Pour des calculs de plus de 10 mm, l'EAU recommande que ce soit en proximal ou en distal, une urétéroscopie en première intention. Ça peut être même par voie antégrade pour les calculs proximaux. Et pour des moins de 10 mm, on a le choix entre la lithotritie extracorporelle et l'urétéroscopie. Donc vous voyez que l'urétéroscopie a une place de choix dans le traitement de ces calculs urétéraux. Alors comment ça se passe? On va faire une antibioprophylaxie, on utilise un guide de sécurité, on peut utiliser soit un urétéroscope rigide, soit un urétéroscope souple. Donc le rigide peut être utilisé dans tout l'urtère en fonction de la compliance du patient, bien sûr. Mais avec les progrès techniques, on peut également utiliser un endoscope souple dans tout l'urtère. Il faut la fluoroscopie disponible dans la salle. Et la fragmentation du calcul va se faire soit par lithotriteur pneumatique ou laser. Guide de sécurité, donc indispensable pour ces urétéroscopies de l'urtère. Il faut au moins une extrémité souple, voire les deux, en itinol. Un corps rigide qui ne plie pas, qui va permettre d'être bien maintenu, donc PTFE. Et je vous conseille par exemple les thérumostifs. Peu de raisons d'utiliser des guides téflonnés. Alors le guide de sécurité, il va être en dehors de l'urétéroscope. C'est vraiment une sécurité pour ne pas perdre le trajet urétéral. On peut en plus utiliser un guide dans l'urétéroscope pour remonter sans risque l'urtère. C'est un guide de progression. Alors quel urétéroscope? L'avantage du rigide, c'est la qualité de vision avec un canal opérateur qui est plus large, qui va nous permettre d'avoir une meilleure irrigation. La maniabilité, il est autoclavable, donc on a une bonne solidité, une bonne durée de vie et un coût moindre. Si vous utilisez un rigide, il faut vraiment progresser sous contrôle visuel et c'est particulièrement adapté au calcul de l'urtère pelvien, de l'urtère iliaque. L'urétéroscope souple, il suit mieux les courbures naturelles de l'urtère. On n'a pas de nécessité de curarisation parce qu'on ne va pas forcer sur le psoas. C'est du coup plus adapté sur des calculs de l'urtère lombaire ou selon les antécédents du patient, s'il a un pelvis figé par exemple. Si on n'arrive pas à progresser avec un rigide, il ne faut pas hésiter à switcher avec un souple ou selon l'habitude du chirurgien. Attention à la fausse route. Quand on a des calculs rétroméatiques, on a un gros risque de fausse route au méa. Donc si on voit qu'on part en fausse route, il faut reculer l'endoscope et puis rechercher le trajet plutôt en haut et en dehors avec un guide pour aller vraiment retrouver cette urtère. Le deuxième risque de fausse route, ça va être sur les siphons. Quand on a un calcul qui est volumineux dans l'urtère, notamment proximal, le poids du calcul risque de faire un siphon. On a un autre risque, c'est quand on va monter notre urétéroscope, finalement, l'urtère va être entraînée avec l'urétéroscope et ça peut provoquer un faux siphon. À ce moment-là, il faut reculer l'endoscope et en même temps repousser un guide pour essayer de passer le calcul. Surtout ne pas forcer, sinon c'est la fausse route assurée. Et bien étudier les scanners avant et bien prévenir le patient du risque de ne pas pouvoir passer le calcul et à ce moment-là, qu'il risque de se retrouver avec une néphrostomie. Donc une fois qu'on est face au calcul, on va le fragmenter. Quand on est en urétéroscopie rigide, on peut utiliser un lithoclaste, donc c'est l'énergie pneumatique. L'intérêt du lithoclaste, c'est qu'il y a peu de risque de lésions muqueuses. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de rétropulsion et donc on risque de flusher le calcul. Donc si vous utilisez le lithoclaste, je vous conseille de l'utiliser plutôt sur des urtères distaux jusqu'à la croisée des vaisseaux pour éviter que le calcul remonte davantage. Par contre, c'est vraiment
très peu de risque sur la muqueuse urétérale. L'autre moyen de fragmentation qui marchera et en rigide et en souple, ça va être le laser. En rigide, je vous conseille d'utiliser une fibre un petit peu plus grosse, de 375 voire de 550, qui sera plus stable dans votre urétéroscope, qui est un canal opérateur plus large. En souple, ça va être une petite fibre de 100, voire de 150 si vous utilisez un laser TFL. En mode dusting, comme dans la vidéo, bien commencer par le centre du calcul pour éviter de faire des lésions urétérales. Donc voilà, pas comme dans le rein où on essaye de faire plutôt la périphérie. Là, on va vraiment viser le centre du calcul. En mode fragmentation, on a un risque de rétropulsion de nouveau. Plus on va monter les énergies, donc plus on va être en fragmentation, plus on va avoir de la rétropulsion. Donc il faut réserver également ce mode plutôt pour des calculs très distaux où on ne va pas avoir de risque de flusher le calcul dans le rein. Le laser, on va avoir une augmentation de la température. En urétéroscopie, on travaille dans un espace clos. Et donc, plus on va monter les puissances, plus on va monter les températures. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée sur le cochon avec mesure des températures dans le rein. Donc là, on n'est pas dans un uretère, on est dans un rein, mais le principe est le même. Et vous voyez que quand on n'a pas d'irrigation, c'est la courbe rouge. Et ben on a des températures qui peuvent monter très vite et très haut. On a le laser qui a été mis en route pendant 60 secondes et on a des températures moyennes à 75 degrés avec des pics qui peuvent dépasser les 100 degrés. Donc plus on va avoir de l'irrigation, moins on va avoir ces hausses de température. Là ensuite c'est le rein qui a été ouvert pour voir les lésions. Alors c'était une exposition à 40 watts, hein, donc du coup une grosse puissance de laser, mais vous voyez que vous avez des vraies lésions de brûlure dans votre rein. Du coup, la température va être déterminée par la puissance, donc par les watts. Donc, dans l'uretère, il faut rester à 10-15 watts maximum pour éviter ces lésions de brûlure. On est en train de refaire, les recommandations du CLAFU sont sorties aujourd'hui sur le site Urofrance. On suggère donc de commencer avec une énergie faible et une fréquence faible quand on va faire notre fragmentation de calcul. Ensuite, vous remontez l'énergie pour avoir l'efficacité souhaitée sur le calcul. Et puis, vous réglez la fréquence pour ne pas dépasser 10 watts, 15 watts grand maximum dans votre uretère. Le calcul urétéral enclavé, il peut en plus être impacté. Alors on a souvent cet œdème muqueux autour du calcul, si le calcul est en place depuis plusieurs semaines. Et vous voyez sur la photo, du coup, le calcul est complètement enchâssé dans la muqueuse. Donc là, si vous allez travailler au laser, il faut vraiment fragmenter le calcul par le centre et essayer de remonter le calcul, parce que vous voyez, au-dessus de l'inflammation muqueuse, on a un uretère qui est sain et il sera beaucoup plus facile d'aller travailler dans un uretère sain qu'au milieu de ce syndrome inflammatoire. Alors l'étude CROES, c'était une étude prospective multicentrique avec 114 centres qui a observé les prises en charge de calcul. Pour des calculs urétéraux, il y avait plus de 8500 patients, dont 31% pour des calculs impactés, donc 2650 calculs. Et on voit qu'il y a une différence si le calcul est impacté ou juste enclavé sans impaction, avec le taux de sang fragment, qui est avec une différence significative, avec des calculs qui sont moins bien traités quand ils sont impactés, et une augmentation des complications. 7,9% des calculs impactés ont une complication contre 3% pour les non impactés. Ça peut être des perforations urétérales par exemple, et ce qu'on redoute vraiment, c'est les avulsions. Alors ce n'est pas des gros chiffres, mais on voit quand même une vraie différence entre un calcul impacté et un calcul non impacté. 0,3% pour le calcul impacté, 0,02% pour le non impacté. Donc on a quand même des risques de complications beaucoup plus importants quand le calcul est impacté. Ils ont pu sortir des facteurs prédictifs d'impaction, le traitement antérieur par de la lithotritie extracorporelle, le sexe féminin, un calcul volumineux, un ECBU préopératoire positif et un ASA supérieur à 1. Donc la règle, c'est primum non nocere. Donc il faut partir avec pour principe d'abord de libérer la voie excrétrice. Il faut bien en avertir le patient. La première chose qu'on fera, c'est libérer la voie excrétrice. Si possible, on fragmentera le calcul et si possible, on retirera les débris. Mais il ne faut surtout pas se mettre la pression pour éviter de se retrouver avec une avulsion urétérale.
Cette revue de la littérature a comparé donc, sur le calcul urétéral proximal en particulier, impacté, 15 études, dont 7 randomisées contrôlées, 1780 patients, et le taux de sang-fragment est en faveur pour un traitement par voie antégrade. Donc NLPC, mini-NLPC encore mieux pour diminuer les complications, donc par rapport à l'urétéroscopie. Là, je vous ai sorti une des études avec 150 patients randomisés, donc de Wang, 150 patients qui avaient des calculs impactés de plus de 15 mm de l'urtère proximale, avec randomisés entre urétéroscopie, mini-NLPC, donc ou urétéroscopie antégrade, et rétropéritonéoscopie. La conclusion, c'est que la mini-NLPC et la rétropéritonéoscopie sont les traitements les plus adaptés pour ces calculs urétéroproximaux impactés de plus de 15 mm. Vous en avez un exemple là, où ce patient était arrivé, on n'a jamais réussi à mettre de JJ, donc il a eu une pose de néphrostomie. On l'a ensuite traité en double abord. Une petite astuce, donc quand on était en urétéroscopie, on a pu monter en urétéroscopie rigide sans problème. Il faut essayer de remonter doucement le calcul pour travailler donc, dans un environnement non inflammatoire. Et là, je viens d'injecter de la vaseline stérile dans l'urtère, dans l'urétéroscope, ce qui fait que le calcul est beaucoup plus mobile et on arrive à passer un petit peu à côté du calcul. Donc ça peut être une petite astuce pour pouvoir remonter ce calcul dans le rein. Également, si vous commencez une fragmentation, plutôt utiliser le lithoclash justement pour essayer de le flusher ou le laser en mode de fragmentation pour vraiment sortir de cette zone inflammatoire. Et là, le but du jeu, donc là, on est sorti de la zone inflammatoire et le but du jeu, c'était de le traiter après en mini-percutané, directement dans le rein, en toute sécurité, sans risquer les complications de sténose qu'on redoute en fait quand on va aller traiter des calculs dans l'urtère directement au niveau de ces zones très, très inflammatoires. Donc 0,5 à 2,5% des urétéroscopies peuvent se terminer en sténose et le facteur de risque principal, ça va être ce calcul impacté. Donc il faut bien prévoir une imagerie post-opératoire si on a un risque de sténose, si on avait un calcul impacté. Pour prévenir ça, travailler en vision directe, ne pas forcer, drainer par une JJ, notamment s'il y a des fragments résiduels, si on a un saignement, si on a une perforation, en contexte septique, si on a une intervention longue, si on traite des gros volumes de calcul, et puis dans le doute, si on a un calcul qui est impacté. Pour des volumineux calculs proximaux, privilégiez peut-être le double abord. Et donc en conclusion, attention à ne pas cumuler les difficultés. Si vous avez un calcul qui est gros, un calcul qui est dur, un calcul qui est haut situé, un urtère étroit, un patient fragile, âgé, diabétique, avec des risques infectieux, ne pas hésiter surtout à drainer au préalable. Donc il faut vraiment avertir le patient. Comme je vous ai dit, la règle c'est primum non nocere. On avertit le patient que ce qu'on cherche à faire, c'est libérer la voie excrétrice, si possible par une JJ, au pire par une néphrostomie. Deuxièmement, si on y arrive, on fragmente. Troisièmement, si possible, on retire les débris, mais on ne se met pas la pression. Voilà, je vous remercie.